Bonjour et bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Karine, intervenante à la JT. Bonjour Marie-Karine. Bonjour, ça va bien? Bien sûr, et toi? Oui. Marie-Karine, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. On veut savoir, qu'est-ce que c'est la JT? Oui. Premièrement, la JT, c'est une maison d'hébergement qui vient en aide là, aux femmes puis aux enfants qui sont victimes de violences conjugales. Mais on offre aussi toute une autre gamme là, de services là, que je pourrais là, détailler, en fait, là, qui a vraiment comme pour but premier que la femme puisse reprendre là, du pouvoir sur sa vie. Ça existe depuis longtemps, la JT, j'imagine. Oui, un bon là, 40 ans. Là, 40 ans que vous êtes sur le territoire? Oui. Wow, donc vous en avez aidé des femmes, là? Oui, exactement. Et quels services on peut avoir chez vous? Oui, en fait, là, c'est quand même large là, comme service. Nous, on a une ligne d'écoute télécophonique qui est, dans le fond, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a toujours une intervenante là, qui est là pour répondre aux femmes. On fait de l'intervention individuelle et de groupe pour les femmes qui sont en hébergement. Des suivis, en fait, avec une intervenante, mais des groupes qui sont aussi animés par une intervenante sur différents sujets qui vont toucher la violence conjugale. Donc, ces services-là sont aussi offerts aux femmes qui viennent, nous, on appelle ça en suivi à l'externe. Donc, les femmes ne sont pas obligées de venir en hébergement pour avoir recours à nos services. Donc, ça peut être des femmes qui viennent rencontrer une intervenante sur rendez-vous. Donc, ça peut être une fois par semaine ou aux 2 semaines, là, selon le besoin puis la demande. Donc, on va aussi avoir de l'accompagnement qu'on va faire auprès des femmes dans différentes démarches, que ce soit pour aller chez l'avocat, que ce soit, en fait, là, pour aller porter plainte, aller à la DPJ, à la cour. C'est des démarches qui sont très difficiles, en fait, pour les femmes qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont stressantes. Puis des fois, de mettre en contexte la violence, en fait, là, la dynamique de violence pour les femmes, c'est pas toujours évident. Donc, nous, on est vraiment là pour les supporter dans tout ça, pour la défense de droits, pour des fois, ça peut être pour prendre des notes, en fait, là, des choses qu'ils peuvent oublier, en fait, là, durant la rencontre. Fait qu'on va vraiment les accompagner là-dedans. On va aussi offrir un suivi post-hébergement. Donc, tu sais, c'est important de savoir, en fait, que nous, les femmes qui viennent en hébergement, ils sont pas obligés là, de vouloir se séparer ou d'être séparées. Il y en a des femmes, des fois, qui vont venir là, en hébergement. Des fois, c'est suite à une crise. Donc, le temps que la crise se passe pour se sentir, tu sais, pour être en sécurité, en fait, puis ils retournent après. Mais il y a aussi des femmes que, des fois, ils ont besoin de réfléchir à leur relation. Leur but, c'est pas de se séparer, mais ils veulent comme prendre une pause, réfléchir à qu'est-ce qu'elles souhaitent dans tout ça. Fait que, des fois, ils vont venir 1 semaine, 2 semaines, puis ils peuvent y retourner aussi. Il y a différents niveaux, ce que je comprends. Là. Il peut y avoir un niveau très tragique ou un niveau où est-ce que j'ai besoin de réfléchir à ce qui se passe dans mon couple. Oui. Puis, si éventuellement, c'est de la... Tu sais, si je me questionne, est-ce que c'est une chicane de couple? Est-ce que c'est de la violence? Comment je me sens là-dedans? J'imagine que vous êtes là pour les orienter, les diriger. Oui. On va vraiment y aller, en fait, là, c'est selon les besoins de la femme. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va aussi aller le mentionner à la femme que... pour pas qu'elle se sente coupable, en fait, c'est une femme qui sait que, qu'on sait qu'elle risque d'y retourner. Nous, notre but, c'est que de créer le lien avec elle, puis qu'elle se sente à l'aise là, de revenir. Là. Fait que ça fait vraiment partie d'un de nos services. Mais qu'est-ce qui est important quand même de mentionner, c'est qu'on a aussi de l'intervention jeunesse. Donc, parce que les femmes peuvent venir avec leurs enfants aussi en hébergement. OK. Puis pour les enfants, vivre dans une dynamique de violence, c'est pas évident. Fait que ce soit pour de l'écoute, pour avoir quelqu'un, en fait, là, à qui parler. Puis le but, c'est vraiment d'aller les déresponsabiliser de cette violence-là. On a une intervenante jeunesse qui peut aller, soit qui peut aller les rencontrer sur place, puis des fois, quand c'est pas possible, mais elle peut aller les rencontrer à l'école. OK. Donc, ailleurs, ça aussi, dans un autre cadre. Exactement, oui. Fait que ça fait partie de nos services. Sinon, d'autres services qui sont importants, là, quand même, de nommer, c'est qu'on offre aussi de l'aide aux proches. Pour les proches, c'est pas évident. Ils peuvent se sentir impuissants
impuissants, démunis, pas trop savoir quoi faire ou comment, quoi dire en fait à cette femme-là. Fait que ça peut être de l'écoute, mais aussi des conseils, excuse-moi, ou juste d'aller expliquer c'est quoi cette dynamique de violence-là, pourquoi qu'elle y retourne, pourquoi qu'elle risque. Juste de comprendre ça, bien, des fois, en tant que proche, ça fait du bien, OK, il y a des raisons qui font que... on va aussi faire de l'activité de prévention dans les écoles parce que des relations amoureuses, bien, ça commence jeune aussi. Fait que plus qu'on va sensibiliser jeunes, plus que qu'on risque en fait d'aider les jeunes adolescentes là, qui risquent de tomber dans des relations là, où est-ce qu'il y a de la violence. Fait que ce soit dans les écoles secondaires, au cégep, au tremplin, en l'escale. Mais on fait aussi de la formation auprès des intervenants. Donc, que ce soit dans les organismes communautaires, au réseau, parce que plus qu'il y a de monde qui sont informés, plus que c'est facile au niveau de l'intervention, puis d'aller référer aussi là, après là, à la bonne ressource. Puis sinon, qu'est-ce qui est important de nommer aussi, c'est que tous ces services-là bien, sont gratuits puis sont confidentiels là, pour aider les femmes. Wow. Donc, les femmes qui s'en vont chez vous sont rassurées, en confiance, en sécurité. Ils savent qu'il y a une équipe qui va garder les informations auprès d'eux sans les divulguer à la population ou à leur conjoint qui soit resté à la maison s'ils sont en situation d'hébergement. Wow, c'est vraiment très vaste et différents niveaux aussi. La question qui me vient, c'est comment on fait? C'est quoi la trajectoire pour se rendre jusqu'à chez vous, par exemple, si on sent qu'il y a quelqu'un qui a ce besoin-là ou qu'on vit dans ce besoin-là? Oui. Bien, c'est sûr que nous, l'adresse, c'est sûr, on nomme toujours, l'adresse reste confidentielle, mais on a quand même le site Internet, l'AJT, que les femmes peuvent aller consulter. Le numéro de téléphone est accessible là, quand même à tout le monde. Donc, c'est d'appeler, en fait. Puis nous, ben on va, si c'est une demande d'hébergement, ben on va regarder c'est quoi ses besoins, si elle a besoin de sécurité. Fait que, à ce moment-là, on va lui donner l'adresse pour se rendre. Si c'est une femme qui a besoin seulement de suivi à l'externe sans hébergement, ben on va planifier des rencontres avec elle, on va lui donner c'est quoi l'adresse. Puis il y en a souvent que c'est des femmes qui sont référées par d'autres sources. Fait que ça peut être des fois une intervenante du CLSC qui nous appelle puis qui est avec une femme. Fait que des fois, on peut aller la rencontrer directement là-bas. Des fois, faire une première prise de contact. C'est moins confrontant aussi là, pour les femmes. Là. Donc, le référencement peut venir du milieu scolaire, peut venir de l'hôpital, du CLSC. Des organismes communautaires. Là, je prends comme exemple, est-ce qu'un enfant peut aller voir un intervenant à l'école puis dire, écoute, à la maison, il y a un environnement qui est violent ou peu importe, que c'est pas sain, là? Nous, en fait, comment ça va fonctionner là, quand on parle vraiment de l'intervention jeunesse là, pour les enfants, c'est qu'on va toujours commencer à rencontrer la mère en premier. Parce que pour aider, en fait, l'enfant, il faut déjà que la mère allait qu'elle veut avoir de nos services, qu'elle reconnaisse qu'il y a quand même qu'elle a besoin d'aide puis qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison qui n'est pas normal. Fait qu'on va vraiment prendre un temps avec la mère avant, faire quelques rencontres pour ensuite pouvoir aller rencontrer cet enfant-là pour qu'il y ait au moins qui tombe un petit peu avec les mêmes bases, en fait, là, que ce soit d'aborder la violence, d'aborder la dynamique à la maison, bien, commencer quelque chose avec l'enfant, sans avoir la collaboration de la mère, c'est plus difficile. Là. Oui, je peux comprendre. Puis en même temps, il y a une certaine peur aussi, j'imagine, de la femme qui est victime aussi de ces actes-là à la maison, de quand son enfant fait une trajectoire comme ça. C'est sûr que ça prend son approbation, mais il doit avoir la peur en arrière de tout ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait pour différencier une chicane normale, qu'on dit normale, à une crise de violence? Parce que, tu sais, la violence, c'est insidieux. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça peut être au niveau sexuel, financier, verbal, psychologique. Il y a différents niveaux à la violence. Donc, on fait quoi pour dire, je m'en vais où avec ça? Je ne suis pas à l'aise avec ce qui se passe. Bien, souvent, puis c'est ce qui va arriver, tu sais, des femmes, souvent, vont arriver dans nos services, puis pour elles, bien, c'est juste des chicanes, tu sais. C'est pas de la violence. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va quand même aller aborder doucement. Mais ce qui va vraiment, tu sais, aller, puis on va le différencier avec les femmes aussi, c'est que quand on parle de
des chicanes de couple. Bon, ben on va aller nommer ça un petit peu, tu sais, sur, ben c'est de l'argumentation, c'est des mésententes. Tu sais, on va aller nommer que des fois, ben il peut y avoir, tu sais, des haussements de ton, tu sais, des excès de colère, mais c'est pas dirigé vers une personne. C'est vraiment que les deux personnes ne s'entendent pas sur un sujet, puis chacun veut valoir son point de vue. Il y a personne qui va craindre l'autre personne, il y a personne qui va se sentir humilié, rabaissé. Par contre, au contraire, quand on parle de violence conjugale, ben là, on parle de quelqu'un qui veut vraiment prendre le pouvoir sur l'autre personne. Donc, ça ne sera pas de l'argumentation, mais ça va vraiment être des stratégies qui sont utilisées de façon vraiment intentionnelle pour aller prendre du pouvoir. Donc, là-dedans, il y a tout le temps une personne qui va être se positionner au-dessus. Il n'y a pas de pied d'égalité comme dans une chicane de couple. Puis le but, c'est pas de gagner sur son point de vue, mais vraiment d'aller gagner du pouvoir sur l'autre personne. Fait qu'il y a toujours une personne qui va se sentir abaissée, humiliée, qui peut arrêter de parler, de choisir ses mots, qui va se sentir marcher sur des œufs. Puis ça, on le retrouvera pas en chicane de couple. Il n'y aura pas d'impact sur l'autre personne. Okay. Fait que ça, c'est vraiment, les gros points importants, si on veut, là, qui peut nous aider à différencier tout ça. Là. J'imagine que la ligne doit être mince. Des fois, oui. La ligne peut être mince parce que, comme tu l'as nommé, la violence, bien, contrairement aussi à ce que l'on peut penser, c'est pas, le 3/4 du temps, la violence, c'est pas des coups. Hein? C'est vraiment, c'est dans la subtilité. C'est des gestes qui se passent dans l'intimité. Fait que, l'entourage, les réseaux sont souvent pas au courant, de ce qui peut se passer. Puis pour la femme, ben, justement, elle, ça peut l'amener justement à douter, de dire, ben, c'est pas de la violence que je vis, il m'a pas frappé. Des fois, où il a pas crié contre moi, mais il y a une subtilité, vraiment là-dedans. Puis nous, on appelle ça, en fait, là, le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, là, en fait, là, c'est une autre façon d'aller aborder là, la violence que prendre juste exemple des actes là, isolés de violence. C'est vraiment d'aller voir un petit peu l'ensemble des stratégies qui sont utilisées par, justement, le conjoint qui va utiliser les comportements de violence pour aller vraiment aller priver la femme de sa liberté. Donc, la contrôler, puis c'est toutes des petites choses qui vont se passer là, dans le quotidien. Là. Donc, je sais pas, je pourrais peut-être... J'avais pris un petit... Bien, je m'étais emmené un petit texte, en fait, juste pour aller résumer, à quoi que ça peut ressembler, là, le quotidien, en fait, d'une femme. Puis qu'est-ce qui peut faire en sorte que, justement, c'est si subtil, puis que de l'extérieur, bien, ça a l'air beau. On le voit pas. Oui. Fait que je sais pas si tu veux que je le... Oui, j'aimerais avoir un exemple très concret, là. Parfait. C'est pas moi là, qui ai inventé là, ce texte-là. Là. Je me suis basée un petit peu là, sur, dans le fond, le site du regroupement là, des maisons d'hébergement. Il y avait déjà un extrait, fait que j'ai juste modifié un petit peu là, pour aujourd'hui. On t'écoute. Donc, il était si gentil au début. Il m'encourageait toujours, me complimentait. Mes amis et ma famille l'adoraient. Je ne sais pas à quel moment précis cela a changé. C'est arrivé graduellement. Au début, c'était avant des soirées entre amis. Il me demandait de changer de vêtements, en disant que je n'allais pas être confortable. Par la suite, peu importe ce que je portais quand je sortais, il me critiquait et m'accusait de vouloir attirer les regards des autres hommes. Il a commencé à venir me voir à mon travail. Parfois, il m'apportait un café ou des fleurs. Mes collègues et mes amis me disaient que j'avais trouvé le bon. Ils ne savaient pas qu'il faisait tout cela pour me surveiller. Il s'est mis à surveiller mes courriels, mes appels, mes déplacements. J'avais honte de dire à mes proches ce qui se passait. J'ai fini par arrêter de voir mes amis. J'ai demandé à faire du télétravail. Je me suis isolée. Je ne me reconnaissais plus. Fait que, tu sais, ce texte-là, en fait, là, ça va vraiment, tu sais, quand on parle de subtilité, bien, il l'a jamais frappé. Il l'a jamais menacé. Mais c'est toutes des petites stratégies qu'il a utilisées qui a fait en sorte que cette femme-là, bien, elle s'est isolée. Elle a arrêté de voir son monde. Elle a modifié ses comportements. Puis c'est des choses qu'elle vivait dans son quotidien, tu sais, à chaque jour en venant du travail ou à chaque fois qu'elle allait, tu sais, elle savait pas quand il pouvait se présenter. Il fallait qu'elle fasse attention, tu sais, à qui qu'elle parlait ou qu'est-ce qu'elle disait. Ou puis, tu sais, des fois, ça peut être, exemple, un retard de 5 minutes qui peut déclencher, tu sais, quelque chose à la maison, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, des gestes très subtils, mais qui ont de nombreux impacts, en fait. Là, ce sont des détails, en fait. Ça me fait penser un peu à l'annonce publicitaire qu'on voyait à la télévision, où est-ce qu'on voyait la femme dans l'épicerie se photographier, à la sortie de l'école se photographier. Elle prenait 8-10 photos par jour pour envoyer à son conjoint. Tu sais, puis le conjoint, c'était pour se rassurer qu'elle était bel et bien au bon endroit.
Puis ça arrive beaucoup plus, tu sais, qu'on peut penser, là. Puis, tu sais, c'est pour ça, des fois, oui, ça va, tu sais, de se prendre en photo, puis ça peut aller même à des conjoints qui vont aller vérifier le kilométrage, tu sais, de la voiture. Tu sais, exemple, le conjoint qui sait que pour la femme, ben ça prend, je sais pas moi, elle a 15 km à faire pour se rendre au travail, ben le soir, il peut vérifier, mais si elle en a fait 20, ben elle peut passer un interrogatoire de savoir où est-ce que tu es allé, qu'est-ce que tu as fait. Ça va même à installer des caméras de surveillance, des fois, dans la maison. Fait que, tu sais, la femme, elle est chez elle, mais même chez elle, elle se sent pas libre d'agir, tu sais, puis de nommer ou de parler, tu sais, avec qui qu'elle souhaite. Tu sais, elle peut pas appeler ses amis parce qu'elle sait que son conjoint, tu sais, l'écoute. Exactement, là. Fait donc, que c'est dans une belle cage dorée, là. Exactement. Puis ça l'amène la femme, tu sais, à toujours être, si on veut, à s'ajuster au comportement, tu sais, aux stratégies du conjoint, et à toujours essayer d'anticiper, tu sais, de prévenir, tu sais, la prochaine crise, de prévenir, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est une très grosse dépense d'énergie. Ça l'amène beaucoup de stress, tu sais, pour ces femmes-là. Là. C'est quoi l'impact, justement, pour ces victimes-là ou les mères qui sont dans ce rôle-là, on va dire ça comme ça? C'est quoi l'impact? Ça doit être majeur? Bien, il y a beaucoup d'impact, puis tu sais, sur toutes les sphères, en fait, de sa vie. Puis c'est ça qui est important de savoir. Puis ça peut aller vraiment, tu sais, au niveau de, tu sais, des détresses psychologiques. Tu sais, on parle de l'anxiété, le stress. Ça peut amener des idées suicidaires. Mais ça a aussi des impacts au niveau financier. Tu sais, si on parle, exemple, de, tu sais, des femmes qui vivent de la violence économique ou que par les stratégies du conjoint, exemple, ben ils ont été obligés, tu sais, d'arrêter de travailler, tu sais, de rester à la maison, ben ils se retrouvent avec plus de revenus, tu sais, plus rien, en fait, là, pour les aider à... Elles dépendent dans le fond, financièrement, oui, du conjoint. Ça a beaucoup un impact aussi sur la relation mère-enfant. Tu sais, pour une femme qui a du dénigrement à chaque jour, des humiliations, puis qui s'est faite devant les enfants, bien, pour les enfants, tu sais, c'est difficile, tu sais, d'aller écouter les consignes puis ce que la mère va nommer quand ils savent que leur mère aussi, tu sais, se fait chicaner par leur père. Fait que ils sont mieux d'écouter leur père, tu sais, à ces moments-là. Fait que ça vient jouer beaucoup, beaucoup sur le rôle de mère. Là. Est-ce que pour les enfants, ça devient une normalité d'entendre ce genre d'humiliation-là, verbale ou psychologique? Est-ce que pour l'enfant, c'est vraiment... Ah, c'était comme ça chez moi, c'est normal, puis je vais peut-être répéter la chose, le cycle dans ma propre famille éventuellement? Bien, ça, en fait, là, puis c'est des... Tu sais, nous, on appelle ça un petit peu un mythe, tu sais, des fois, c'est justement des pensées que les gens peuvent avoir, dire, ben là, tu sais, il a grandi dans un milieu où est-ce qu'il y avait une dynamique de violence, puis c'est sûr, exemple, qu'il va devenir violent, tu sais, rendu adulte, mais c'est pas ça, en fait, parce que, tu sais, nous, on va tout le temps ramener... Oui, c'est sûr qu'un enfant qui vit dans une dynamique de violence, ça a des impacts au même titre que la femme parce que, de un, ben, tu sais, même si c'est pas dirigé vers lui, ben, il est exposé à tout ça. Il entend son père crier, dénigrer sa mère. Il peut aussi avoir peur pour sa sécurité, tu sais, parce que souvent, des fois, des enfants peuvent se placer entre les deux parents pour protéger leur mère ou ils peuvent penser que c'est de leur faute aussi, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, il est arrivé une crise le soir à la maison, ben il peut dire, ben là, c'est de ma faute, ou tu sais, j'aurais peut-être dû écouter, ou j'aurais peut-être dû rester dans ma chambre. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Mais tu sais, un enfant, là, puis qui grandit, tu sais, dans une dynamique comme ça, ben tu sais, même rendu adulte, oui, ça peut arriver des fois, tu sais, qu'il peut avoir, tu sais, des difficultés, tu sais, au niveau de ses comportements, mais tu sais, il y a de l'aide qui existe pour ça. Oui, tout à fait. Mais tu sais, nous, le but, là, puis les enfants qui soient en hébergement ou à l'externe, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment, de un, c'est d'aller les déresponsabiliser. Puis d'aller, tu sais, trouver des moyens, justement, pour qu'ils réussissent à se sentir bien. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être de dire, ben mets-toi d'aller se mettre des écouteurs, exemple, s'il y a une crise à la maison le soir, ben l'enfant d'aller se réfugier dans sa chambre, de se mettre des écouteurs juste pour être coupé un petit peu de ce qui se passe ou de trouver des personnes ressources à l'école, des personnes à qui il peut se confier. Parce que la femme n'est pas nécessairement prête à quitter cette relation-là, mais l'enfant a besoin quand même de se sentir en sécurité. En sécurité, exactement. En confiance. Oui. J'imagine que lorsque vous accueillez ces victimes-là, là, on parlait tantôt, il y a différents niveaux, tout ça, il y a différents degrés également. Vous les accueillez sans jugement, avec toute bienveillance. Exactement. J'imagine que pour les personnes qui vivent dans l'entourage et que cette femme victime de violence-là
décide de retourner parce qu'elle ne souhaite pas se séparer. Ouais. Bon, elle n'accepte pas nécessairement la situation, mais veut peut-être comprendre le mal-être aussi que le conjoint possède. Comment on fait pour aider nos proches à comprendre ce revirement-là de « je retourne quand même ». Oui. Bien, des fois, ça arrive, des femmes, justement, qui, soit qui sont en hébergement ou en suivi, externe, qui disent, bien, tu sais, c'est difficile pour ma mère, c'est difficile pour ma soeur. Bien, des fois, on va leur nommer, bien, tu sais, dis-leur qu'il y a de l'aide, justement, qu'on peut leur offrir de l'aide par rapport à ça. Puis nous, l'aide qu'on va vraiment aller offrir aux proches, on me dit, des fois, ça peut être juste d'avoir une place pour le ventiler, comment ils se sentent, parce que c'est normal que c'est pas évident. Puis, des fois, les proches vont dépenser beaucoup d'énergie, justement, à être là comme soutien, à être en recherche de moyens. Mais, une femme, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que, des fois, ça peut aller de 7 à 8 ruptures avant que ce soit la bonne, avant qu'il y ait vraiment une séparation. Fait que c'est un long processus. Fait que, pour les proches, juste de comprendre ce processus-là, puis d'être capable de mettre des limites, bien, c'est quelque chose qui va être aidant, puis qu'on peut travailler aussi là, avec eux. Quand la victime et le conjoint décident de se séparer, on entend souvent, moi je ne suis pas dans votre contexte à vous, je ne reçois pas de femmes en victimes de violence, mais on entend souvent parler du fait que la violence ne s'arrête pas nécessairement quand on se sépare. Non. C'est quoi l'attitude après qui peut ressortir, les points importants que la femme doit savoir? Oui. Bien, bien, c'est important justement, ça, de l'aborder. Nous, on parle de violence, là, pas séparation, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens ou de femmes qui vont penser, bien, si je me sépare, si je vais être libre, ça va s'arrêter. Malheureusement, c'est pas le cas. Puis, je dirais que le moment de la rupture, nous, on sait que c'est vraiment le moment où est-ce que la femme va être le plus à risque dans cette situation-là, parce que quand la femme décide de quitter ou d'annoncer cette rupture-là, bien, le conjoint, il a une impression de perdre le contrôle, Puis, je ramène, quand je parlais de stratégie tantôt, que c'était intentionnel, que le but, c'était de prendre du pouvoir sur l'autre, bien, quand elle décide de quitter, lui, il a vraiment cette impression-là qu'il n'y a plus de contrôle sur qu'est-ce qu'elle fait, à qui qu'elle parle, où qu'elle va. Puis il va essayer de le récupérer, ce contrôle-là. Puis c'est là que les comportements de contrôle bien, peuvent s'intensifier. Puis en fait s'aggraver là, pour cette femme-là. Fait que c'est sûr que nous, notre rôle dans tout ça, ben ça va être d'aller outiller la femme, de mettre des filets de sécurité avec elle, justement, pour qu'elle soit le plus en sécurité possible, en fait, pour elle et ses enfants. Fait que, oui, il y a des choses qu'on va pouvoir préparer avec elle, en fait. Mais ça fait vraiment, c'est un gros plus pour la femme. Puis c'est des choses que quand on sait qu'on a un suivi avec une femme puis que c'est quelque chose qui s'en vient, bien, on va l'aider à préparer ce départ-là, qu'elle soit, en sécurité. Puis les comportements, de contrôle après, une séparation, quand je dis que ça peut s'intensifier, mais le conjoint, il va essayer d'aller la rechercher, de la récupérer. J'imagine. Ça peut passer, nous, on appelle ça, exemple, par une lune de miel, il peut redevenir gentil, il peut faire des promesses, des thérapies. Mais ça peut aussi passer par des menaces de suicide si tu ne reviens pas, de l'harcèlement par texto jour et nuit, de la surveillance, en fait, là, toutes ces allées-venues, où est-ce qu'elle fait, à qui qu'elle parle. Fait que c'est quelque chose qui peut être très lourd pour la femme, en fait, à porter. Puis ça fait partie encore là, de l'aide qu'on peut... offrir exactement. Dans vos services. Exactement. Parce que c'est tout un apprentissage, là, une personne qui vit ces moments-là, puis qui décide par la suite, par un choix commun, de se séparer parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses, puis la femme veut se libérer en quelque sorte, ou offrir peut-être à sa famille un univers qui soit un petit peu plus stable, plus sain, consolider tout ça. Des fois, je comprends la déstabilisation que le conjoint peut avoir. Marie-Karine, quel serait le message que tu voudrais laisser aux femmes? Bien, tout d'abord, moi, ce que je tiens vraiment à leur dire, c'est que je le sais, puis là, je parle pour mon équipe aussi. On le sait que c'est pas évident d'être prise dans une relation où est-ce qu'on se sent pas libre, d'être qui qu'on veut, de parler, d'agir de la façon qu'on veut, de marcher sur des œufs. Mais c'est de savoir que, des ressources d'aide, ils existent, puis sont là pour ça. Puis,
de la violence conjugale, en fait, ben il n'y a personne qui peut vraiment être à l'abri de tout ça. Oui. Souvent, on peut entendre, ben, moi, ça ne m'arrivera jamais, mais c'est tellement subtil. C'est pas écrit dans son front, je vais te contrôler, je vais te manipuler. Ça s'installe tellement doucement. Fait que, tu sais, de ne pas hésiter à venir chercher de l'aide, même si la femme n'est pas sûre de ce qu'elle vit, même si elle pense que c'est juste des chicanes, des fois, juste de venir se valider. Puis d'avoir quelqu'un qui est là pour t'écouter, en fait, là, ben, tu sais, ça va l'aider à reprendre du pouvoir sur sa vie. Puis une femme qui dit « je me reconnais plus », tu sais, ou « je sais plus ce que j'aime », ben, tu sais, ça en est des signes pour nous que t'es pas bien dans ta relation, tu sais. T'as besoin, tu sais, d'avoir du soutien là-dedans, puis, tu sais, de retrouver un équilibre, en fait, de reprendre du pouvoir, là, dans... J'imagine que la violence, en fait, ça n'a aucun lien avec le type de religion, de culture que tu es, de niveau social. Non. Ça peut se présenter dans toutes ces sphères-là, autant jeunes, aînés. Oui. On entend, tu sais, quand même parler depuis plusieurs années de la violence avec les aînés. J'imagine que ça se présente également. Il n'y a pas d'âge, tu sais, c'est à tout type d'âge. Puis, tu sais, ce que je peux dire, puis que, tu sais, des fois, oui... il y a des situations, des contextes qui peuvent faire en sorte que la femme peut être plus vulnérable. Puis là, je donne un exemple. On a des situations de femmes, en fait, tu sais, qui, dans le fond, au niveau de l'immigration. Bon, mais tu sais, des femmes qui ne parlent pas français, qui n'ont pas de statut, qui dépendent, si on veut, de leur conjoint, bien, c'est sûr que ces femmes-là sont déjà plus isolées. Ils ne connaissent pas nos lois, tu sais, les droits au Québec. Ils connaissent que leur conjoint leur nomme. Fait que, tu sais, ces femmes-là, c'est sûr qu'ils sont plus susceptibles de vivre vraiment plusieurs formes de violence. Exactement. Puis on est là aussi, tu sais, on a des services, en fait, là, je dis de traducteurs, là, mais tu sais, des femmes, tu sais, dans le fait, des interprètes. Je cherchais mon mot, mais tu sais, que ce soit des interprètes en espagnol. Fait que, tu sais, ces femmes-là peuvent avoir recours, là, à nos services, là, quand même, là. Marie-Catherine, ça a été un honneur de t'avoir ici en studio. On pourrait encore en parler longtemps parce que c'est un sujet qui est tellement à plusieurs niveaux, mais merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci.